Merci pour votre patience. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter le webinaire sur les tendances de la fabrication numérique. Pendant que nous sommes en direct ici, le webinaire a été préenregistré. Si vous avez des questions, nous serons heureux d'y répondre par email. Vous pouvez également envoyer vos commentaires à l'adresse email lorsque vous recevrez l'enregistrement demain. Il y aura un autre webinaire qui sera présenté dans 3 semaines, le 31 mars. Ce sera la dernière de notre série TAC. Pour commencer, nous accueillerons Ken Doyle avec quelques mots. Ken? Merci. Bienvenue dans le prochain épisode de notre série de webinaires. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Vous y trouverez un aperçu très intéressant de ces nouvelles technologies. Alors, réfléchissez à la manière dont elles peuvent avoir des applications dans votre secteur. Sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci. Merci, Ken. Et maintenant, nous allons commencer le webinaire. Jessica, s'il vous plaît. Bonjour et merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour la 4e session de notre série sur l'industrie 4.0. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur certaines tendances émergentes et précieuses dans le monde de la fabrication numérique. La présentation aujourd'hui a été faite en anglais par Kirsten Waters, responsable technique de la fabrication numérique chez CAD Microsolutions. Elle est spécialisée dans la fabrication numérique et a une formation en menuiserie industrielle. Avant de rejoindre l'équipe de CAD Micro, elle a travaillé comme programmeur CNC dans plusieurs ateliers de fabrication architecturale ainsi que dans des magasins de meubles. Pour la présentation aujourd'hui, nous vous traduisons le contenu en français pour vous. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les taper dans la boîte à questions et nous consulterons nos experts pour vous apporter les réponses que vous cherchez. Notre présentation aujourd'hui est présentée par moi-même, Sue Cellini, directrice des ventes Québec et Canada Atlantique, Audrey Audino, développement commercial Québec et Canada Atlantique, et Jean-Maxime Marleau, notre spécialiste support technique fabrication additif. Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissent pas déjà, CAD Microsolutions est un fournisseur de solutions 3D dont le siège est à Toronto. Nous aidons l'industrie et le milieu universitaire dans leur investissement technologique depuis 1983. Depuis, nous avons ouvert des bureaux supplémentaires à travers le pays au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Nous nous spécialisons dans les solutions pour traiter tous les aspects du cycle. L'entreprise effectue régulièrement des travaux, y compris les logiciels d'optimisation de la conception SolidWorks, les solutions de fabrication additive, les solutions de numérisation 3D et les solutions de réalité virtuelle et augmentée. Nous commencerons notre discussion aujourd'hui en allant voir de plus près la technologie émergente de centres d'usinage CNC à 6 axes, ainsi que l'utilisation accrue des robots industriels et leurs diverses applications dans le domaine de la fabrication. Ensuite, nous nous concentrons sur certaines fonctionnalités de la FAO qui sont cruciales pour les normes industrielles 4.0. Ça veut dire l'importance de l'optimisation dans la programmation des parcours d'outils et le palpage des machines pour permettre la fabrication en boucle fermée. Le dernier domaine que nous aborderons concerne les tendances industrielles de la fabrication en tant que service, ainsi du logiciel en tant que service, et la manière dont la construction de plateformes dans ces deux domaines peut grandement bénéficier au processus de la conception à la fabrication dans cette 4e révolution industrielle. Avant de commencer à parler des configurations de machines à 6 axes, j'aimerais prendre un moment pour passer en revue l'usinage à 5 axes avec vous. Le diagramme de gauche montre la configuration d'usinage vertical. Essayez la règle de droite. Tenez votre main droite en haut, la palme tournée vers le ciel, le pouce et les index pointés vers l'extérieur et le majeur pointé vers le haut. Il s'agit d'une configuration de l'usinage vertical à 3 axes. Votre majeur représente Z, votre index le Y et votre pouce le X. En gardant cette même configuration avec vos doigts,
Retournez votre main de la façon à ce que votre palme soit maintenant verticale, tournée vers l'extérieur. C'est la configuration d'usinage horizontal à 3 axes, avec votre majeur représentant toujours le Z, votre index Y et votre pouce X. Lorsque nous introduisions une 4e et un 5e axe de mouvement, nous parlons des axes A, B et C. Les angles A, B et C désignant les rotations autour des axes X, Y et Z respectivement, quelle que soit la configuration unique de la machine. Nous pouvons conclure que la figuration à 5 axes des machines est déterminée par les 2 des 3 axes de rotation autour desquels la machine peut pivoter et si ces axes de rotation existent à la table ou à la tête. La possibilité d'utiliser une machine AC, BC ou AB conduit à de nombreuses configurations 5 axes si l'on considère les configurations d'usinage horizontale et verticale. 3 configurations principales, tête-tête ou les 2 axes de rotation existantes à l'intérieur de la broche. Sur l'image de gauche, vous pouvez voir l'axe A s'incliner autour de X avec un axe C tournant autour de Z. La configuration moyenne tête-table comporte un tableur rotatif d'axe C et un axe B incliné dans la tête puisqu'elle pivote autour de Y. La 3e configuration de table-table comporte un tourion qui est un axe A puisqu'il pivote autour de X, avec un table rotatif d'axe C qu'il tourne autour de Z et qui est chargé dans le tourion lui-même. La portée de ces différents axes dépend vraiment de la configuration unique de la machine, de sa taille, etc. Mais en général, un tableur rotatif ou un axe C sur un broche vous donnera 360 degrés de révolution. Un tourion vous donnera moins 30 à plus 110 degrés d'inclinaison et l'inclinaison AB donne généralement une portée d'environ 90 degrés d'inclinaison. Passons donc aux 6 axes. À droite, vous pouvez voir la tête de fraisage Zimmermann ABC. Cette tête d'usinage à 6 axes tourne autour des axes A, B et C simultanément, ce qui signifie que la machine peut interpoler les 6 positions en même temps. Voyons quel est le principal avantage d'ajouter une 4e, 5e ou 6e axe de mouvement à une machine CNC. Essentiellement, c'est la possibilité de maintenir l'outil de coupe perpendiculaire à la surface du matériau sur plusieurs plans sans avoir à réorienter manuellement votre pièce. Ces 5 axes de mouvement ont changé la donne et pour de nombreux ateliers, car ils permettent généralement d'accéder aux 5 côtés d'une pièce sans intervention manuelle. Quel sera donc exactement l'avantage d'ajouter un 6e axe? Le principal avantage de ces machines est de loin la vitesse. Avec l'axe de liberté supplémentaire, certains mouvements et transitions d'outils sont exécutés avec une vitesse et une efficacité bien plus grandes. Cela conduit finalement à une réduction de temps de cycle jusqu'à 75%. Ensuite, nous avons suivi la réduction des mises en place. Ainsi, la configuration 6 axes peut conduire à une réduction supplémentaire des réglages des pièces par rapport à l'usinage 5 axes. En fonction de la complexité des caractéristiques d'usinage d'une pièce particulière et de la configuration spécifique de votre machine 5 axes, Naval, les énergies alternatives, le C peut encore devoir prendre le temps d'envisager des réglages supplémentaires en fonction des limitations de la portée de l'outil ou des collisions possibles en raison des configurations tête-table. L'axe supplémentaire vous permet d'accéder aux 5 côtés de votre pièce sans effort. Il en résultera un grand
une plus grande précision de votre pièce finale, car nous savons que les erreurs accumulant et que le fait de devoir faire tourner manuellement une pièce dans un étau ou un dispositif de fixation introduit cette possibilité d'erreur. De plus, nous réduisons les coûts de travail manuel car l'opérateur n'a pas à intervenir physiquement dans le processus d'usinage. En plus de la vitesse et de la précision, les têtes à 6 axes permettant également d'obtenir des performances de moteur plus douces. Il est construit avec des systèmes de traitement plus rapides qui permettant d'obtenir des produits finaux sans erreur dès la première exécution d'un programme. Ces têtes offrant une ou des prothèses complexes dans le formation est une décélération améliorée des courbes en S et la mise en œuvre des systèmes d'avertissement numérique permettent une plus grande connectivité entre les pilotes et les centres d'usinage CNC, ce qui permet un traitement des signaux plus rapide et plus efficace. Il en résulte une meilleure finition de surface car le bavardage des fraises sur la surface d'un composant dû à une rotation excessive de l'axe C est éliminé. Merci Sue. Alors prenons maintenant quelques instants pour visionner une vidéo de la tête de Zimmermann ABC en action afin que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. The F7. Alors vous voyez ici la tête ABC est capable de pivoter, de s'incliner et d'incliner sous n'importe quel angle, offrant une capacité d'avance constante, ce qui réduit considérablement les temps d'usinage. Je vous laisse regarder. Nous pouvons maintenant voir une comparaison de la tête de coupe AC à gauche par rapport à la tête ABC en action à droite, qui fraise exactement la même caractéristique. Comme vous pouvez le voir, si l'axe C a des limites, il nécessite un déroulement fréquent, ce qui ralentit considérablement les temps de cycle et les taux d'accélération et de décélération. De plus, la tête Zimmermann ayant un axe B de plus ou moins 15 degrés, ça évite le problème de position de pôle des têtes traditionnelles à inclinaison rotative AC à deux axes, où, lorsque A est à 0 degré, il ne peut pas se déplacer. Les temps finaux parlent d'eux-mêmes, avec la tête ABC coupant la fonction en 47 secondes contre 1 minute et 57 secondes. Aujourd'hui, le coût de l'ajout d'un sixième axe est important, non seulement au départ, mais aussi en permanence lorsqu'on considère les réparations et l'entretien. Il est important de noter que ce type de technologie ne sera tout simplement pas nécessaire pour la plupart des ateliers d'usinage. Mais lorsqu'il s'agit de découper des géométries complexes telles que des turbines, des blocs moteurs et de grandes formes et surfaces organiques, la vitesse et l'efficacité avec lesquelles ces machines peuvent fonctionner pourrait en valoir la peine pour l'application spécifique d'une entreprise. Si une entreprise effectue régulièrement des travaux sur le cinquième axe et que la complexité de ses pièces augmente, il est peut-être temps pour elle d'envisager
une machine CNC à 6 axes. Donc, en ce qui concerne les matériaux et les multiples applications, grâce à son excellent taux d'enlèvement de la matière, la tête à 6 axes facilite le modélisme et la construction d'outils et de moules. Elle peut usiner efficacement de grandes quantités d'acier, d'aluminium, de fonte et bien sûr des matériaux de modélisme plus souples tels que les composites de bois et diverses densités de mousse. Alors, les types d'industries. Les plus grandes industries qui peuvent bénéficier de l'usinage à 6 axes sont l'aérospatiale, l'automobile, la construction navale, les énergies alternatives, le secteur médical et l'ameublement. Qu'il s'agisse de fraiser des poches coniques dans des composants structurels dans l'industrie aérospatiale ou des prothèses complexes dans le domaine médical, l'usinage à 6 axes a certainement sa place. Alors maintenant, jetons un coup d'œil sur les robots industriels. Quels en sont les principaux avantages? En premier, une multitude de demandes. Parce que les robots sont bien adaptés aux opérations de fabrication, en grande partie parce qu'ils peuvent éliminer les tâches difficiles ou répétitives pour les humains. Leur gamme d'applications peut être divisée en 3 grandes catégories. La première, c'est la manutention. Ils sont parfaits pour charger et décharger des pièces ou des feuilles de matériaux dans une machine. Ils peuvent transférer avec souplesse des matériaux et des pièces d'un endroit à un autre, que ce soit dans une cellule de travail individuelle ou dans le rayon d'action d'un atelier ou d'une usine. Et la complexité des tâches qu'ils peuvent accomplir est vaste. Par exemple, ils peuvent être programmés pour placer des pièces sur une palette selon une disposition qui doit être calculée par le robot lui-même. La deuxième catégorie, c'est celle de l'assemblage et de l'inspection. Et l'on s'attend à ce que l'utilisation des robots continue à augmenter dans ce domaine en raison du coût élevé du travail manuel dans ces applications. Les robots sont capables d'assembler plusieurs styles de produits en lot ou d'assembler un mélange de différents styles de produits au sein d'une même cellule d'assemblage. Ils peuvent utiliser des dispositifs de balayage pour inspecter les pièces et les assemblages pendant le processus, ou alors après coup. La troisième catégorie est celle des opérations de transformation, où un robot manipule un outil pour effectuer un processus sur la pièce de travail, et les applications sont vastes, de la peinture par pulvérisation à la soudure à l'arc. C'est cette catégorie que nous allons explorer plus en profondeur aujourd'hui. Alors, je voulais vous parler aussi du 6DOF. La plupart des robots industriels fonctionnent selon 6 axes primaires, ou DOF, avec des axes externes optionnels tels qu'une piste pour se déplacer et une table rotative sur laquelle s'asseoir. Le DOF se traduit par une tête entièrement articulée, quelle que soit l'application, ce qui permet au robot d'approcher la pièce sous pratiquement n'importe quel angle. Alors, c'est très adaptable. De nombreux robots individuels peuvent s'adapter à différentes applications. Par exemple, des systèmes robotisés de découpe au laser et au plasma ont souvent la possibilité de passer au soudage ou à l'enlèvement de la matière. Dans certains cas, les cellules robotisées sont équipées de changeurs d'outils automatiques pour permettre cette flexibilité. Au cours d'un même cycle, un robot peut remplacer une torche plasma par un pistolet de soudage. Alors, la large enveloppe de travail. Par nature, les robots ont un grand espace de travail sphérique, surtout lorsqu'ils sont équipés d'une table rotative. Un robot industriel de taille moyenne a généralement une enveloppe de travail de 7 à 8 mètres cubes. En ajoutant une piste supplémentaire, le robot peut manipuler aussi bien de petites pièces que des grands composants d'une largeur de plus de 25 mètres. Les cellules robotiques. Elles peuvent être configurées pour fonctionner dans des zones plus petites appelées cellules. Les cellules clés en main sont des solutions entièrement intégrées et préélaborées, et les cellules personnalisées sont construites selon les spécifications du client et tiennent compte des limites et des défis fréquemment rencontrés dans le cadre industriel. Alors, il y a quelque chose à noter avant de se lancer dans des opérations de traitement spécifiques. Le marché mondial de la robotique industrielle devrait atteindre 43 milliards de dollars en termes de machines robotisées et 138 milliards de dollars en termes de systèmes robotiques d'ici 2026. Alors, non seulement il y a de nombreux grands fabricants
qui utilisent déjà la robotique industrielle, mais je constate aussi que de nombreux ateliers de taille moyenne et plus petite adaptent également cette technologie en raison de sa rentabilité relative, de sa flexibilité et de son adaptabilité. De plus, soyons réalistes, les robots sont vraiment cool. Et pour votre information, les principaux acteurs du marché mondial de la robotique industrielle sont européens et japonais, avec ABB, Yaskawa, KUKA et Fanuc au premier plan. Alors, en ce qui concerne la robotique industrielle, voici quelques-unes des principales utilisations. La découpe au plasma. Les bras robotiques peuvent facilement réaliser le processus d'utilisation d'un gaz ionisé à haute vitesse, appelé plasma, pour chauffer et faire fondre l'acier et les métaux non ferreux de moins d'1 pouce d'épaisseur. Le procédé robotisé de découpe au plasma offre aux utilisateurs des coupes de meilleure qualité à des vitesses de déplacement plus élevées, permettant de découper des matériaux très minces et épais de manière constante et efficace. Si un atelier de découpe au plasma a un grand nombre de formes angulaires ou courbes, y compris des applications de biseautage, les mouvements polyvalents et fluides du robot rendent cette application très facile, ce qui permet d'obtenir un fini de surface plus lisse. Il y a aussi la découpe laser, avec de nombreux avantages identiques à ceux des robots de découpe plasma. Cette solution est idéale pour les tâches de découpe 3D afin de profiter de 6 axes de liberté. La découpe au jet d'eau. Les hydrojets sont des machines vraiment fascinantes. Elles utilisent de l'eau à très haute pression, 60 000 PSI ou plus, jusqu'à étonnamment 94 000 PSI, le plus souvent mélangées à un abrasif tel que le grenat, pour découper tout type de matériaux, le plus impressionnant étant le titane, dont l'épaisseur peut atteindre 1 pied. Où est-ce que les hydrojets robotisés entrent en jeu ? Alors, grâce aux progrès réalisés dans la conception de systèmes robotiques impliquant la rigidité du bras ainsi que la précision, l'intégration d'un robot à un jet d'eau n'est plus aussi difficile qu'auparavant. En fait, les hydrojets robotisés sont maintenant utilisés pour découper des composants pour l'industrie aérospatiale, tels que les aubes de turbines, de moteurs et les blisks, qui sont des rotors à aubes. Le robot couramment utilisé pour des applications à jet d'eau doit avoir une charge utile élevée, c'est-à-dire le poids qu'un robot peut soulever. Vous avez besoin de cette rigidité afin de supporter les contre-forces du jet d'eau à ultra haute pression. Alors, les utilisations de la robotique industrielle en ce qui concerne le soudage robotisé automatise le processus de soudage pour augmenter la précision et réduire le temps. Il est moins idéal pour les petits projets où le temps nécessaire à la programmation du bras robotique peut être plus long que le processus de soudage lui-même. Mais pour le soudage répétitif d'un grand volume de pièces, il brille. Les robots n'ont pas besoin de faire des pauses et produisent beaucoup moins d'erreurs et de déchets qu'un soudeur humain. Les soudeurs robotisés sont équipés de toute une série de dispositifs de sécurité pour protéger les personnes contre l'arc de soudage. Et comme le processus de soudage implique des températures qui atteignent des milliers de degrés, l'utilisation de robots est tout simplement beaucoup plus sûre que celle des humains. Les robots réalisent diverses applications de soudage, telles que le soudage à l'arc, le soudage par résistance et le soudage par point. Le soudage par point des carrosseries automobiles étant l'une des applications les plus courantes des robots industriels aux États-Unis aujourd'hui. Le fraisage. Le fraisage robotisé se retrouve dans diverses industries allant du travail du bois et de la création de meubles, de la fabrication de décors de cinéma et d'accessoires, de l'architecture et des travaux publics à l'industrie automobile et aérospatiale. Avec ses 6 DOF et son espace de travail largement accru, le fraisage robotisé est particulièrement idéal pour le prototypage et la sculpture à grande échelle de géométrie complexe et inhabituelle, notamment celles constituées de matériaux de modélisation. Les robots de fraisage peuvent être équipés d'outils spécifiques pour les rendre adaptés à des applications telles que le fraisage, le meulage,
le ponçage et la découpe des bords. Ils sont également capables de traiter toute une série de matériaux tels que les alliages, la fibre de carbone, le bois de feuillus et même le béton et la pierre. Il est important de noter qu'ils sont particulièrement utiles pour découper des matériaux plus souples, tels que les surfaces solides, les plastiques, les bois composites et les mousses de différents poids. Tant que vous disposez de l'outil approprié au bout du bras pour le travail, le robot peut s'en servir. Alors ici, je voulais partager avec vous un petit clip vidéo de quelques robots ABB en action. C'est un vieux truc, mais un bon truc. Je vous laisse regarder. Alors vous voyez, donc au début, on a 2 robots coordonnés en mouvement et puis un troisième est ajouté. Donc en courant verticalement, la distance entre les boîtes et l'axe est fixée à 1 mm. Il s'agit d'un parcours programmé de lignes droites et de cercles qui n'est pas seulement indépendant de la vitesse, mais qui est exécuté avec un contrôle de mouvement exceptionnel. Maintenant, je vais laisser la parole à Jean-Maxime. Plongeons maintenant dans le monde de la fabrication assistée par ordinateur pour la programmation des machines CNC. Lorsque j'utilise le terme fabrication intelligente, je fais spécifiquement référence aux outils et fonctions de logiciels de FAO qui permettent l'automatisation et réduisent la répétition du travail. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de la fabrication intelligente. Reconnaissance automatique des caractéristiques. Choisir un logiciel de FAO qui peut scanner votre modèle de CAO et trouver des caractéristiques usinables pour vous permettre de gagner beaucoup de temps. Pratique d'usinage basée sur la connaissance. Le logiciel de FAO permet alors d'analyser avec compétence les conditions des caractéristiques et de leur appliquer des types d'outils spécifiques en fonction des meilleures pratiques de votre entreprise. Les pratiques d'usinage basées sur la tolérance. La capacité d'un logiciel de FAO sert non seulement à reconnaître et traiter des caractéristiques de conception typiques, mais aussi à reconnaître et appliquer des parcours d'outils spécifiques basés sur des types et des plages de tolérance. Arrêtons-nous là et allons jeter un coup d'œil à ce qui se trouve dans le logiciel en lui-même. Maintenant, passons à un logiciel appelé CamWorks et comment la reconnaissance automatique des caractéristiques de l'usinage basée sur la reconnaissance fonctionne dans ce logiciel. On a une pièce ici, j'ai sélectionné ma machine, j'ai mon stock, puis on a la configuration de notre système d'opération. Maintenant, je vais aller de l'avant et je vais cliquer sur ce bouton « Extraire les caractéristiques machinables ». Lorsque je clique sur ce bouton, le logiciel va analyser le modèle physique de la pièce en considérant toutes ses caractéristiques de conception et elle va extraire tous ces différents types de caractéristiques usinables pour moi. Donc, je peux voir ici, j'ai une face, une poche ouverte, on a des créneaux irréguliers, on a un groupe de trous contrebarrés au centre, ainsi qu'un groupe de trous de forage. Il n'a pas seulement trouvé les différentes caractéristiques au niveau de la machine, mais il a aussi trouvé les différentes configurations de pièces de fraisage, dont les 2 plans axiaux du mouvement de l'outil. Vous pouvez donc voir ici, nous avons une fente sur le côté et sur le fond, nous avons cette partie centrale avec un tas de fonctionnalités en dessous. La prochaine chose que je vais faire, c'est générer les features dans les plans d'opération. Vous pouvez voir entre parenthèses qu'on a la finition, finish, rough finish, rest. Ce sont différents types de stratégies que mon système de CAM va appliquer à ces caractéristiques. J'utilise essentiellement une base de données technologique qui tourne en arrière-plan. Et je dis au CAM
quand et comment appliquer certains parcours d'outils à certaines caractéristiques usinables. Je vais donc les générer pour vous. Maintenant, j'ai sauté dans mon arbre d'opération et vous pouvez voir que j'ai un paquet de passes d'outils non traités ou non générés. Donc, je vais y aller, puis je vais générer ces passes d'outils. Maintenant, vous pouvez voir qu'en quelques clics, j'ai un paquet de chemins d'outils différents sur cette partie. De plus, si j'ouvre ces paramètres de fonctionnement individuels, je vais pouvoir voir les paramètres appliqués comme je le souhaite, tels que je les ai enregistrés. Donc, ma profondeur de coupe, que je veuille ou non finir la passe, mes types spécifiques d'entrée et de sortie, même le type d'outil qui a été choisi pour l'opération, et les avances à les vitesses associées à cet outil. Ensuite, j'aimerais discuter de l'utilisation du palpage de la machine pendant le fonctionnement de la CNC comme forme de métrologie en cours de fabrication. Le palpage est traditionnellement associé aux palpeurs à contact qui sont utilisés pour la mesure dimensionnelle, la métrologie, sur les machines à mesurer les coordonnées, les CMM. Une sonde est enfin un interrupteur élaboré, conçu pour se déclencher au contact de la surface d'un composant, fournissant des données géométriques précises et répétables. L'utilisation de la sonde pour saisir ces données tout au long du processus d'usinage peut contribuer à garantir que les pièces sont usinées selon les tolérances de conception, tout en permettant de réduire considérablement le temps et le coût de production. Les avantages du sondage par machine. La configuration. Le palpage permet à l'opérateur de la machine de vérifier facilement l'emplacement et les dimensions exactes de la pièce ou du dispositif de fixation afin de régler la position zéro du programme. Ces palpeurs fonctionnent beaucoup plus rapidement que les mesures manuelles et avec moins d'erreurs. Si vous assemblez plusieurs pièces sur votre table, les palpeurs ne sont plus un luxe permettant de gagner du temps, mais un must. Le contrôle des processus. Le palpage en cours de processus pendant l'usinage peut aider l'opérateur de la machine à surveiller les caractéristiques de la pièce afin d'identifier toute erreur. Les tolérances d'une pièce peuvent ne pas être respectées pendant l'usinage pour de nombreuses raisons. Déviation de l'outil lors du travail avec des matériaux difficiles à usiner, outils cassés ou usés, ou peut-être même la vibration ou un mouvement dû à un montage inadéquat. Le palpage de caractéristiques critiques pendant un processus d'usinage peut alerter l'utilisateur qu'une pièce est hors tolérance et lui permettre de choisir la manière de procéder. Par exemple, ajuster automatiquement la fraise pour compenser la différence ou permettre au WCS de se mettre à jour après une routine de palpage, afin que les caractéristiques critiques ultérieures ne soient pas rejetées par la discrétion dans les coordonnées de la caractéristique usinée d'origine. Mise en place de l'outillage. Les palpeurs en cours de fabrication peuvent également détecter avec précision les incohérences dans les outils et les réglages des outils, ce qui permet d'éviter les erreurs coûteuses. Les plus petits défauts d'un outil ou d'un porte-outil peuvent complètement fausser une passe, ce qui peut endommager l'outil en même temps que la pièce et éventuellement aussi la machine. L'inspection des pièces complexes. Avec l'avènement d'une cinématique des machines plus compliquées, les fabricants produisent des pièces aux géométries de plus en plus complexes. Le palpage multi-axe de ces pièces est souvent crucial. Les palpeurs excellent dans la vérification de trous profonds et de formes complexes, quelle que soit l'orientation de l'usinage. L'augmentation du temps de programmation et d'usinage étant déjà un facteur pour les pièces à 5 axes et plus, la vérification en cours de fabrication est nécessaire pour les rendre économiquement possibles. L'inspection de la première partie et l'inspection finale. Le sondage peut éliminer une grande partie des coûts, des retards et des pertes de temps de broche liées à l'inspection manuelle de la première pièce. L'opérateur n'a plus besoin de démonter la configuration pour inspecter correctement la pièce, puis de passer autant de temps à la réinstaller pour d'éventuelles coupes de compensation. Faisons une pause ici et regardons ça dans le logiciel. Donc, une fois de plus, je voulais revenir à CamWorks et je voulais ajouter des parcours d'outils de probing à cette partie qu'on vient de programmer. Pour l'instant, j'ai la configuration de la partie centrale, puis je vais de l'avant pour ouvrir cette configuration. Je vais ajouter pour ma compensation une coordonnée de travail pour G54. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle opération de sondage. Je vais donc sélectionner mon outil sondage.
j'appuie sur OK pour l'insérer. Et mes paramètres de fonctionnement restent les mêmes. Nous nous sommes donc ouverts aux paramètres de fonctionnement pour le palpage. C'est donc très facile à utiliser. Tout d'abord, vous choisissez le plan dans lequel vous voulez mesurer, mon plan X, Y ou Z. Ensuite, je peux choisir les différents types de cercles de palpage. Si je sélectionne cette option automatique, je vais pouvoir choisir la géométrie, puis le logiciel va analyser la géométrie et déterminer le cycle dont j'aurai besoin. Donc, dans ce cas-là, je vais aller de l'avant et sélectionner les faces de mes actions. Il sélectionne donc automatiquement ma face en X et mon X positif. Je vais ensuite répéter ça pour Y. Vous pouvez voir que le cycle de probing s'est transformé en un cycle web. Nous pouvons voir en vert que c'est l'endroit où mon outil se déplacerait. Bien sûr, je peux aussi ajuster le chemin d'outil selon mes besoins. Je veux supprimer des sections particulières et je veux voir la mise à jour de mon cycle de sondage après les avoir supprimées. Je dispose également de certains paramètres, ce qui me permet de modifier mon autorisation ou mon déplacement. Je peux également modifier la profondeur de l'endroit où le palpeur va toucher en Z. La dernière chose, c'est que je veux mettre à jour mon système de coordonnées de travail. Donc, je veux que ma sonde sonde les plans X et Y de ma pièce, puis j'ajuste mon G54 si nécessaire. Je vais juste glisser cette opération de sondage sous la première configuration de ma pièce d'usinage. C'est donc la première opération qui s'exécute quand mon G-code démarre. Je peux aller de l'avant, je vais copier ça, je vais le faire glisser vers le bas, je vais l'ouvrir à nouveau pour sectionner mon Z. Donc, cette fois, je vais m'assurer que non seulement X, Y sont précis dans mon montage pour G54, je vais aussi confirmer que mon top de stock est précis. Je vais donc activer cette section de face de stock. Et maintenant, je peux voir que j'ai ma face en Z positif. Une fois de plus, je veux m'assurer que je mets à jour ce système de compensation de coordonnées de travail. Si je voulais, je pourrais créer un usinage séparé. Je peux donc faire un clic droit, diviser la configuration. Ensuite, disons que je vais ajouter un offset supplémentaire ou une opération de palpage supplémentaire après mon facing. Disons que je veux mettre à jour G54 et je veux le transformer en G55. Je veux facer la pièce. Ensuite, je veux m'assurer que je dispose d'un nouveau système de coordonnées sur lequel je travaille pour ma partie supérieure réelle. La première chose que je vais faire est donc de changer le système de coordonnées à partir de l'onglet Origine. Je vais le mettre à jour au centre supérieur de mon modèle et pour cet exemple, on va simplement mettre à jour un G55. Ça va me demander de régénérer mes parcours d'outils. Maintenant, on va aller de l'avant et ajouter une autre opération de probing sous facing. Une fois de plus, je vais choisir mon plan Z, mais cette fois-ci, je vais juste sélectionner le haut de ma pièce. Je peux voir que la sonde trouve l'endroit et elle doit descendre et toucher le haut de la partie. Bien sûr, je peux mettre à jour cet emplacement si je veux utiliser mon emplacement XY sur la droite ici. Enfin, je veux juste m'assurer que je mets à jour une fois de plus le offset des coordonnées de travail, pas pour ma configuration actuelle, mais pour ma configuration de pièce 1, groupe 5. Je vois donc ici que je ne mets plus à jour G54, mais bien G55. C'était donc juste une introduction rapide pour vous montrer la rapidité et la facilité avec laquelle vous pouvez ajouter des routines de sondage avec le bon outil CAM, comment ça peut être bénéfique pour l'ensemble de votre programme en G-Code. La prochaine chose dont je voulais vous parler, c'est l'idée derrière la fabrication en tant que service. Dans sa forme la plus simple, MAAS consiste essentiellement à sous-traiter la fabrication. C'est un concept incroyablement ancien. J'ai un produit qui doit être fabriqué, mais je n'ai pas les moyens de le faire moi-même, alors j'apporte mon idée, les matières premières, etc., à quelqu'un qui peut le produire pour moi.
Qu'il s'agisse d'agriculteurs qui apportent leur blé au moulin pour le transformer, ou d'une entreprise de chaussures qui sous-traite la dernière conception pour la fabrication, l'idée de relier la nécessité et les moyens est un arrangement mutuellement bénéfique. On peut laisser chaque partie se concentrer sur ses compétences essentielles, ce qui permet de créer des synergies. Traditionnellement, le MAAS est structuré comme un échange entre soit un OEM et son client, soit un atelier d'usinage qui achète différentes machines et prend des contrats avec des clients externes. Les bénéfices de ces échanges sont nombreux. Pour les OEM, les machine shops, ils sont capables de tirer leur connaissance supérieure des machines, méthodes de production. Cela génère à son tour plus de valeur pour les clients que ces derniers ne pourraient en générer par eux-mêmes. Ils peuvent optimiser la façon dont ils traitent les matières premières en regroupant certains emplois. En effectuant des travaux de production sur leur propre machine, ils ont la possibilité d'affiner le processus et d'établir des programmes de maintenance efficaces. La recherche et le développement, le R&D, de grande valeur, obtenu grâce à l'externalisation, peut aider les entreprises à optimiser leur propre processus de production et à concevoir de nouvelles conceptions et fonctionnalités de machines. Pour les clients, ils peuvent se concentrer sur le développement et la commercialisation de leurs produits. Les fabricants de produits individuels ne doivent pas nécessairement entretenir les parcs de machines et de la main-d'œuvre qualifiée Alors, qui leur permet d'économiser du temps et de l'argent. Leur donne la liberté de choisir des techniques de fabrication en dehors de leur propre capacité de production, permet une plus grande flexibilité dans le développement des produits. La tendance à laquelle nous pouvons tous être attentifs est de faire le concept de MAS, un centre d'offres et de demandes en ligne. Comment fonctionnent exactement ces centres en ligne? Une entreprise qui a besoin de produire une certaine pièce téléchargera ses spécifications dans le hub. En quelques clics, cette entreprise un petit clip vidéo de quelques robots. peut payer et la date de réception des pièces. Ces plateformes peuvent également donner un aperçu des différentes méthodes de production pour un même produit et aider à décider de la meilleure façon de le faire fabriquer. L'émergence des centres MAS, les hubs 3D basés aux Pays-Bas et Exometry aux États-Unis, sont les leaders du peloton, et ils ont tous deux construit des systèmes d'intelligence artificielle qui connectent les acheteurs et les vendeurs avec une efficacité incroyable. Les 3D Hubs se sont d'abord concentrés sur l'impression 3D. Ils ont vu une opportunité se présenter lorsque de nombreuses entreprises manufacturières étaient soit trop réticentes à investir dans cette technologie, soit d'autres entreprises qui avaient acheté des imprimantes mais les sous-utilisaient largement. Je vous laisse regarder. Relier ces deux secteurs. Ces plateformes peer-to-peer présentent trois avantages majeurs. Premièrement, ils favorisent une utilisation accrue des machines et une augmentation de la production, respectivement pour le fournisseur et le client. Des machines qui autrement resteraient inactives peuvent être utilisées pour répondre à la nouvelle demande de pièces d'autres entreprises, ce qui augmente le retour sur investissement. Et les entreprises qui achètent les pièces peuvent à leur tour augmenter leur propre production grâce à un accès amélioré, plus rapide aux composantes essentielles. Deuxièmement, les plateformes améliorent la transparence des prix. Les responsables des achats passent beaucoup de temps à comparer les prix et la qualité lorsqu'ils externalisent. Et parfois, les dévis pour certaines pièces peuvent varier de 200 à 300% d'un fournisseur à l'autre. La transparence des prix sur le marché est donc certainement un élément important qui favorisera la concurrence, la rapidité et l'efficacité. Troisièmement, ces plateformes permettent une localisation plus importante et plus efficace. Les plateformes MAAS permettent un accès instantané à un plus grand nombre de fournisseurs et vous bénéficiez d'un prix et d'une quantité identiques pour un certain produit. Le choix se portera naturellement sur les fournisseurs locaux. Ces plateformes encourageront également les nouveaux fournisseurs de pièces à lancer la production à proximité de la demande. Le modèle traditionnel de logiciel implique l'achat de licences et de matériel, la construction de votre serveur, l'installation des applications sur tous les postes de travail concernés et le temps nécessaire pour les configurer et les entretenir avec soin. Le Software as a Service est une alternative croissante à ce concept, où les applications résident sur un réseau en nuage distant auquel on accède via Internet. En tant qu'organisation, vous vous abonnez aux applications dont vous avez besoin
et ne payez que pour les logiciels que vous utilisez. L'évolutivité. Comme le Software as a Service suit généralement le modèle du paiement à l'utilisation, les organisations ont la possibilité d'augmenter ou de diminuer l'utilisation des logiciels en fonction de leurs besoins spécifiques. Comme le logiciel est hébergé en externe par un fournisseur, la modification de votre plan d'utilisation peut être simple et rapide, et non un long processus. Vous n'avez pas à vous soucier de la planification, de la capacité des serveurs, etc. La réduction des délais. L'installation et la configuration d'un logiciel peuvent être un processus laborieux. Pour de nombreuses applications, Software as a Service, l'installation et le déploiement sont aussi simples que provisionner le serveur pour une instance, Verticalement, la distance entre acquérir une connexion et disposer d'une connexion Internet. Après cela, l'utilisateur est prêt à partir. La responsabilité de la maintenance et de la mise à jour du logiciel est transférée de l'entreprise au fournisseur ou à l'hébergeur lui-même, ce qui permet de libérer un temps précieux des ressources informatiques. Le fournisseur met également à jour les solutions après les heures de bureau et celles-ci sont disponibles pour être consultées la prochaine fois que l'utilisateur se connecte. Cela garantit également la conformité entre les utilisateurs et peut éliminer de nombreux problèmes de compatibilité que les entreprises rencontrent lorsque tout le monde ne met pas à jour les nouvelles versions en même temps. La réduction des coûts. Le Software as a Service peut réduire les coûts d'une organisation en plusieurs façons. En amont, avec l'achat et l'installation des licences coûteuses. En aval, avec les coûts permanents liés à la maintenance et aux mises à jour des logiciels et du matériel. Avec les coûts inutiles pour les entreprises qui ont souvent des licences non utilisées. Les petites entreprises peuvent particulièrement bénéficier d'un modèle Software as a Service car elles peuvent accéder à des logiciels coûteux et puissants qui leur seraient autrement inaccessibles avec les méthodes d'achat conventionnelles. Ces petites entreprises ont la possibilité d'essayer des logiciels sur la base d'un abonnement sans prendre de risques financiers extrêmes de les acheter directement. L'accessibilité. Un avantage énorme des applications Software as a Service est le fait que vous pouvez y accéder à partir d'une large gamme de dispositifs partout dans le monde. Une fois que vous avez vos informations de connexion et une connexion Internet, vous pouvez y aller. Cela signifie que non seulement l'application est accessible instantanément, mais aussi que toutes vos données, puisqu'elles sont hébergées dans le nuage. La dernière tendance en matière de cloud computing est l'émergence de la combinaison d'offres Software as a Service dans un écosystème ou une plateforme basée sur l'expérience, ce qui peut avoir d'énormes avantages pour les entreprises manufacturières. C'est tout un domaine de développement de produits où les applications de conception, de fabrication et de communication se rejoignent pour intégrer des idées et des données technologiques. L'aperçu du processus de conception. Tous les membres d'une entreprise peuvent s'engager dans le processus de conception et fabrication. Les non-concepteurs peuvent toujours contribuer au processus de conception d'une manière significative. Le personnel de fabrication bénéficie d'une meilleure visibilité sur la conception des produits et le processus de gestion des changements. Élimination des données cloisonnées. Lorsqu'une entreprise n'est pas correctement connectée, les données sont souvent mises en silo, répétées, transmises de manière erronée. La réalité est que beaucoup de magasins fabriquent des produits sur le lieu de travail, sur la base de dessins physiques périmés en ce moment même. Le fait d'être connecté à une plateforme en temps réel, axée sur les processus, permet d'alerter instantanément les groupes sur les changements importants et chacun peut travailler à distance, partager les informations de production les plus récentes. Augmentation de la communication et de la collaboration. Les applications et les services permettent de connecter rapidement les parties prenantes, internes et externes, afin de partager des idées en toute sécurité, en toute transparence et avec discernement. Favorise les décisions fondées sur les données. Des informations précieuses sur la conception et la production peuvent être transmises aux systèmes ERP et MRP. Les analyses et les données ne disparaissent pas comme ça. Elles sont stockées et réutilisées afin de contribuer aux décisions futures en matière de conception et de production. Prenons quelques minutes pour découvrir la plateforme 3D Experience de Dassault Systèmes. OK, je vais donc lancer la plateforme 3D Experience à partir de mon navigateur. Je vais me connecter à la plateforme.
Donc, voici la page d'accueil qu'on voit la première fois qu'on se connecte au système. En haut de la page, vous pouvez voir que j'ai un tas d'onglets différents appelés tableaux de bord. Ces tableaux de bord sont des zones où je peux enregistrer des applications web spécifiques et je peux essentiellement les considérer comme des espaces de travail individuels. Je peux passer d'un onglet à l'autre très facilement. Je peux également les concevoir de manière à pouvoir collaborer avec différents collègues, de sorte qu'on puisse partager ces différents tableaux de bord entre nous. En haut à gauche, ici, nous avons cette boussole. Si je clique sur la boussole, je peux voir que j'ai moi, ma compagnie et le monde. Elle me montrera toutes les différentes offres ou applications SaaS actuellement et que je peux éventuellement envisager d'y accéder depuis mon entreprise ou depuis la plateforme globale et ce qu'elle offre. Si je fais défiler un peu vers le bas, je peux voir que j'ai tous mes différents rôles. J'ai de la chance, on m'a attribué des tas de rôles différents. J'ai un paquet de rôles de programmeur et aussi de designer. Je descends un peu plus bas, puis ces rôles sont répartis dans une série d'applications. Certaines de ces applications sont en fait basées sur le bureau et beaucoup d'entre elles sont basées sur le navigateur, donc je peux y accéder de n'importe où. J'ai aussi mon profil ici. Mes notifications se retrouvent en haut à droite. Je peux rapidement partager du contenu selon mes besoins. Je peux accéder à toutes mes informations 3D, à mes informations de programmation et de conception depuis mon navigateur. Et ce dernier bouton, ici, c'est mes communautés. Les communautés sont un moyen pour moi de collaborer avec mes coéquipiers ou des parties prenantes externes dans différents types de tableaux d'affichage. Ainsi, on peut partager des idées, on peut aussi planifier des événements. On va l'ouvrir puis jeter un coup d'œil. On peut voir ici qu'on a travaillé sur une démo collaborative l'été dernier. Entre nous, on a juste posté un tas d'idées et des choses différentes qu'on pensait vouloir mettre en avant. C'est une excellente plateforme pour une communication rapide et facile des idées. J'espère donc que cette brève introduction à la plateforme 3D Expérience et à ses écosystèmes basés sur le cloud vous donnera une idée de l'utilité de cet outil. En ce qui concerne les carrières dans la fabrication numérique, il existe des programmes universitaires qui proposent des cours de CNC, de CAO et de FAO axés sur les compétences, techniques pratiques, combinées à la théorie en classe. Les cours qui comprennent des stages sur le terrain ou des périodes de coopération sont excellents pour permettre aux étudiants d'appliquer leurs compétences dans un cadre industriel. Les personnes généralement curieuses de savoir comment les choses fonctionnent, les processus mécaniques et le cycle de développement des produits sont bien adaptés à la poursuite d'études et de carrière dans la fabrication numérique. Les types d'emplois auxquels cette formation conduit généralement sont les suivants: machiniste, programmeur ou opérateur CNC, technicien ou concepteur en dessin, développeur de produits. Ils peuvent vraiment travailler dans de nombreuses industries différentes, mais quelques-unes des plus importantes sont l'aérospatiale, l'automobile, la fabrication, l'ingénierie, l'agriculture, le design et la technologie. OK, on a encore un peu de temps pour examiner les questions en attente, donc on va y aller tout de suite. La première. Avez-vous besoin d'un logiciel de FAO spécifique? Maintenant, je vais laisser. Pas nécessairement. C'est sûr que c'est utile de pouvoir prober dans ton logiciel de CAM, puis ensuite tu vas pouvoir les ajouter à ton propre code. Mais en fait, il y a beaucoup de fabricants de machines qui ont des routines de palpage qui sont intégrées directement dans ton contrôleur CNC. Donc, avec ton palpeur, il y a un programme qui est fourni, puis dans le logiciel de commande aussi. Donc, après ça, c'est juste une question d'ajouter les routines de probing ou de palpage, puis les insérer dans le G-code. Deuxième question. Les robots de fraisage et de coupe peuvent-ils remplacer les machines à commande numérique? Les robots, ils ont beaucoup d'avantages. Ils ont 6 axes de liberté, souvent un plus grand espace de travail, puis clairement, ça coûte moins cher à l'achat, puis c'est très, très polyvalent. Tu peux les équiper de beaucoup d'outils, tu peux les faire souder, couper, fraiser, etc. Mais ça dépend,
Ça dépend de l'utilisation. Dans le fond, si tu as besoin d'usiner des matériaux vraiment, vraiment rigides, ben, t'es mieux avec un CNC parce que c'est une machine extrêmement rigide puis extrêmement précise, tandis que le robot il est plus polyvalent. Euh, si ce que tu veux faire, si ton programme est, exemple, couper des formes organiques dans de la mousse, bon ben là, tu vas être mieux avec le robot. Il va avoir plus de liberté de mouvement, il va être moins cher à l'achat, puis il forcera pas dans ton matériel. Mais ça dépend. Donc, ça dépend de l'utilisation, de l'application, de l'entreprise, mais vraiment, c'est deux technologies qui se complètent. Puis un robot ne pourra jamais remplacer un CNC, puis un CNC ne remplacera pas un robot non plus. Donc, j'espère bien avoir répondu aux questions qu'on avait en cours. Si vous avez des questions, puis on n'a pas eu le temps de répondre, on est désolé. Demain, vous allez recevoir un courriel de notre part avec l'enregistrement de ce webinaire. Si vous avez des questions, vous avez CNC. Lorsque j'utilise, puis on va transférer votre question à un de nos spécialistes. Je vous remercie beaucoup de votre temps que vous avez passé avec nous. Restez prudents, puis passez une belle journée. Bye bye.